de 60% des coûts éligibles et un minimum de FSE+ à programmer de 15 000 €. Une enveloppe prévisionnelle région Normandie de 335 000 € avec un taux d'intervention de 20% des coûts éligibles. Ce qui fait donc que sur cette intervention à la fois région et FSE+, on arrive à 80%. Donc vous l'avez bien entendu tout de suite compris, 20% d'autofinancement ou d'autres financements. Les bénéficiaires éligibles sont les établissements publics, les établissements d'enseignement, les associations, les fondations, les entreprises et les GIP. Et pour cet appel à projet, le porteur de projet devra justifier de son implication dans la formation des demandeurs d'emploi. Ça, c'est un critère d'éligibilité et on y reviendra tout à l'heure. Les opérations éligibles. Donc, ce sont les opérations qui visent à accompagner la transformation de l'appareil de formation dans le contexte des grandes mutations dont a parlé Julie, bien entendu, les transitions économiques, démographiques, sociétales, numériques, etc. Ces opérations devront répondre à une ou des problématiques posées par les transitions, être complémentaires au parcours existant sur le territoire, prévoir absolument les modalités de capitalisation des résultats et de diffusion des LIVAB. Et elles devront être réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2027. Donc, on est en rétroactivité d'éligibilité des dépenses. Ça peut être sur des opérations qui ont déjà démarré ou en partie démarré. Et ce sont donc sur des opérations grand maximum de 30 mois, mais avec le lancement en septembre, on peut imaginer tout à fait des opérations de 24 ou plutôt 18 mois. Et du coup, mise à disposition gratuite? Oui, 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 tout à fait. C'est prévoir la mise à disposition de tout ce qui est créé, de toute l'ingénierie qui peut être créée, à la fois de tous les acteurs emploi-formation et des publics cibles, et gratuitement. On y reviendra également tout à l'heure parce que c'est un des éléments très importants de cet appel à projet. Pour les actions éligibles, je te laisse la parole. Oui, donc on va balayer un peu les actions éligibles. Donc juste en termes de process, l'idée derrière, c'est que vous allez avoir accès à une, enfin si vous souhaitez candidater en tout cas, à une fiche pré-projet qui déclenchera un premier rendez-vous. Et donc dans cette fiche pré-projet, en fait, voilà, on pourra aller un peu plus dans le détail et voir vers quelle action éligible votre projet se rattache, etc. Donc l'idée derrière, on va passer en revue assez sommairement. Donc une des premières actions, ça serait la conception de modules expérimentaux thématiques qui répondent aux transitions, dont l'objet en fait n'est pas traité dans une formation existante, donc n'est pas en fait déjà intégré dans un référentiel. Donc il y a à peu près 1 an, on a été accompagné par une AMO, et notamment par le cabinet Paradox qui avait identifié un certain nombre de compétences qui pouvaient émerger sur certains secteurs. Donc l'idée, par exemple, c'est peut-être d'aller chercher ces compétences-là qui sont en train d'émerger mais qui ne sont pas encore intégrées dans des référentiels. Donc ça, c'est pour une des premières actions. Deuxième action, ça serait plutôt la conception de modalités de formation qui permettent aux stagiaires d'acquérir des compétences nécessaires pour faire face aux transitions. Donc là, on n'est plus sur une compétence qu'on pourrait... on est vraiment sur une compétence identifiée. Et elle est connue. Et l'idée, en fait, elle est même nécessaire à la certification, c'est peut-être plus de la contextualiser, voilà, donc avec des partenariats avec des structures du territoire, par exemple. Troisième type d'action, ce serait la mise en place de modalités pédagogiques complémentaires au parcours de formation, ou par exemple avec des missions d'éco-volontariat dans une association locale de préservation de la biodiversité. Donc là, la compétence, elle est connue et elle est complémentaire, en fait, plutôt complémentaire à la certification. Elle n'est pas forcément nécessaire à la certification. Voilà pour ces 3 actions éligibles. Donc je veux bien que... Voilà. La suite, donc la création, l'adaptation, l'intégration d'un ou plusieurs outils pédagogiques innovants. En fait, il existe un petit peu partout des outils voilà, et peut-être que ces outils, ils peuvent être intégrés à l'intérieur de process pédagogiques. Donc, ça peut être intéressant de faire l'ingénierie pédagogique qui permettent d'intégrer ces outils. Par exemple, les outils de fact-checking qui participent de la transition
numérique, et ou alors on peut aller imaginer complètement la création de nouveaux outils comme un simulateur qui permettrait de limiter l'utilisation des matières premières. Enfin, dernière action cible, on est plutôt sur des projets de recherche-action qui visent là à adresser les impacts de ces transitions, donc sur la formation. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? La représentation des impacts de la transition écologique pour la filière automobile. Donc, voilà, on a ces 5 types d'actions éligibles. Encore une fois, on a essayé de brosser en grandes catégories, mais l'idée derrière, c'est vraiment de revenir vers nous avec la fiche pré-projet. Et puis après, voilà, on entame le process avec un premier rendez-vous et on affine ensemble. Voilà, peut-être préciser que les outils pédagogiques Ouais. doivent comporter l'ingénierie. Associé à l'intégration, ouais, ouais. Alors, le public cible, ce sont les acteurs de l'écosystème formation, bien sûr, en particulier ceux intervenant auprès des demandeurs d'emploi, on l'a dit tout à l'heure, et le périmètre éligible. Donc, les actions proposées doivent se situer sur le territoire normand et les projets proposés par des porteurs non normands doivent, eux, être conçus au bénéfice des publics normands. Les critères d'éligibilité pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Donc, pour chaque projet, ce sont des critères qui sont cumulatifs. Le porteur doit pouvoir démontrer sa capacité financière à mener à bien le projet et donc en particulier à le préfinancer, et notamment pour la partie fonds européens. Il doit justifier de son implication dans la formation des demandeurs d'emploi. Il doit, bien entendu, respecter les principes horizontaux, que ce soit au niveau de la structure comme au niveau de son opération. Donc l'égalité des genres, l'égalité des chances et la prévention de toute discrimination, la promotion du développement durable. D'autres critères d'éligibilité, contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le programme européen pour l'objectif 4.5, ne pas être achevé au moment du dépôt de la demande, respect bien sûr des principes horizontaux, ça on l'a déjà dit, être en cohérence avec la stratégie régionale de transformation et de modernisation des structures de formation, être complémentaire aux actions existantes sur le territoire et prévoir cette mise à disposition et la gratuité des services ou produits développés pour tous les publics, bénéficiaires, partenaires mobilisés, autres acteurs emploi, formation. Enfin, faire l'objet d'un soutien d'un montant minimum de FSE+, de 15 000 €. Chaque dossier qui sera proposé, chaque candidature pourra être sélectionnée selon une grille de critères de sélection qui est disponible bien entendu dans le cahier des charges de l'appel à projet et que j'ai simplement remise ici. Il y aura un avis d'opportunité à demander, solliciter auprès d'un référent technique qui viendra compléter cette grille de sélection. Et les projets qui obtiendront moins de 60 points ne seront pas retenus. Donc, vous voyez que dans les critères, on a la cohérence du projet avec la stratégie régionale de transformation et de modernisation des structures de formation. Tout ce qui va être en lien avec le contexte et le diagnostic, donc l'identification et la justification du besoin, l'inscription du projet dans des transitions, la transversalité, donc la capacité du projet à couvrir plusieurs transitions et à ne pas impacter négativement des transitions qui ne sont pas traitées dans ce projet en particulier, la pertinence du projet et l'essaimage, le partage et les modalités de diffusion. Donc tous ces éléments-là seront pris en compte pour sélectionner les projets complets qui auront pu être déposés. La sélection, justement, se fera selon 3 périodes de sélection, donc à partir de maintenant, pour des projets déposés avant le 30 novembre, des projets déposés avant le 31 mars et des projets 2026, pardon, et des projets déposés avant le 30 septembre 2026. L'instruction, par contre, se fait par le service fonds européen pour la formation de la DFTLV. On a une présentation de la sélection et des dossiers instruits pour avis en comité régional de programmation, puis pour attribution et validation, bien entendu, pour chaque aide européenne en commission permanente du Conseil régional. Ce qui permettra de mettre en place
une convention unique à la fois pour l'aide régionale et pour l'aide européenne. Et bien entendu, surtout, toute modification dans la réalisation de l'opération conventionnée doit faire l'objet d'une demande d'avenant avant toute demande de paiement. Donc voilà pour la présentation vraiment synthétique de cet appel à projet. Et si cette première partie de présentation appelle à des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a dans le chat? Non, pas de questions dans le chat pour l'instant. Pas de questions, alors on va pouvoir continuer. De toute façon, vous pourrez les poser un petit peu plus tard sans aucun problème. Alors, les points de vigilance. Donc, les points de vigilance qui sont liés au fait, bien sûr, de programmer un projet avec du fonds européen. Donc, un projet achevé n'est absolument pas éligible. Par contre, il peut avoir démarré, et ce, depuis le 1er janvier 2025. En tout cas, même si votre projet a démarré en amont, les dépenses qui y sont afférées ne sont pas éligibles avant le 1er janvier 2025. La demande d'aide doit être déposée par l'entité qui porte le projet et qui supporte les dépenses. On a une possibilité de faire des projets collaboratifs avec un chef de file, même si on évite, parce que c'est complexe à mettre en œuvre. En tout cas, si tel est le cas, il faut une convention de partenariat au moment du dépôt, et il faut que ce soit que le chef de file qui porte et administrativement et financièrement l'opération. Donc la capacité administrative et financière, j'en ai parlé tout à l'heure, elle sera vérifiée. Une comptabilité bien sûr séparée pour identifier les dépenses et recettes directement liées à l'opération. Et donc un petit rappel des dépenses éligibles. Donc éligibilité en 1er janvier 25 jusqu'au 30 décembre 27. Ça veut dire que l'opération doit être achevée au 30 juin 27. Des points de vigilance. Les dépenses des opérations sont éligibles si elles sont directement liées à l'opération. Donc pour votre dépôt, il vous faut bien entendu une description argumentée de l'opération et des modalités de mise en œuvre des actions, en conservant bien entendu les preuves de réalisation dès le démarrage. Ça sera conservé à joindre au bilan. Donc à bien réfléchir également lorsqu'on dépose sur un projet qui a déjà démarré. Les dépenses présentées ne doivent pas faire l'objet d'un double financement européen. Il faut estimer le budget prévisionnel de la façon la plus juste possible et surtout établir un calendrier réaliste. Sur le site Europe en Normandie, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez un petit questionnaire avant de commencer qui peut vous permettre d'identifier les points à vérifier avant de faire le dépôt d'une candidature. D'autres points de vigilance, c'est le respect de la réglementation de la commande publique pour les structures qui y sont assujetties. Ça sera à justifier si vos dépenses sont prises au réel, mais en tout état de cause, il faut y être bien soumis ou pas. La réglementation des aides d'État. Donc, pour rappel, c'est une aide publique qui crée un avantage menaçant de fausser la concurrence. A priori, sur cet appel à projet-là, on aura des opérations qui seront hors champ concurrentiel. Pourquoi? Et si et seulement si on est hors champ concurrentiel, si on a bien tous les outils et méthodologies qui sont rendus publics et transférables à d'autres structures gratuitement. Et c'est un critère d'éligibilité de notre appel à projet. Le porteur ne prévoit aucune compensation pour les partenaires ou les contributeurs à leur opération, le cas échéant. Donc, si vous êtes représentant d'une structure, d'une entreprise qui exerce une activité concurrentielle, cela peut permettre, ces deux éléments-là, cela peut permettre de considérer que le projet n'apporte pas d'avantage économique. Et à ce moment-là, on ne rentre pas dans la réglementation des aides d'État et on n'a pas de taux de subvention qui est plafonné. Et puis l'absence de conflit d'intérêts des intervenants sur l'opération, donc des déclarations d'absence de conflit d'intérêts qui sont à compléter dès le dépôt et pendant l'instruction.
Toujours en point de vigilance, c'est le respect des principes horizontaux. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ça se fait au niveau de la structure, c'est vérifié au niveau de la structure et de l'opération. Et puis les obligations de communication et de publicité de l'aide européenne, donc toujours dès le début de l'opération, et vous avez de disponible sur le site Europe en Normandie le kit avec toutes les informations et les logos. Donc pour vous accompagner, vous trouverez toutes les informations toujours sur le même site. Avec un guide de porteur de projet également. Pour informations complémentaires et un peu différentes, j'ai remis sur le PowerPoint. Alors le support sera également sur le site. Le contact pour les collègues de l'ADRETS qui aussi gèrent du FSE+, et donc le lien vers leurs appels à projets. En ce qui concerne les appels à projets FSE qui sont gérés au niveau de la région Normandie, c'est sur la page orientation, formation, emploi du site Europe en Normandie que vous trouverez tous les appels à projets. Nous en avons plusieurs aujourd'hui, donc celui-ci qui est publié depuis ce matin, mais également d'autres appels à projets sur l'orientation et sur le raccrochage qui sont en cours de publication. Ce qui vous est proposé, ce sont les rendez-vous accompagnement pré-projet en amont du dépôt de votre demande. C'est très fortement conseillé. Vous trouverez toujours sur le site la fiche pré-projet, donc à nous renvoyer compléter à l'adresse de contact pour tout renseignement aussi, aap-formation@normandie.fr. À partir du moment où vous nous avez adressé une fiche pré-projet, on pourra sans problème, au contraire, vous proposer un rendez-vous accompagnement et étudier plus en amont l'éligibilité de votre projet. Voilà, on va faire à nouveau une petite halte question. Et du coup, on a une question dans le chat en termes de délai d'instruction. À combien est-ce qu'on estime en mois, mais ça peut-être en semaine d'ailleurs, le dépôt, la réponse après dépôt du dossier? Alors, le délai d'inscription, il dépend complètement de votre demande, en fait, hein. Plus votre demande est complète, plus l'instructeur, il va aller vite, il trouvera ses informations, il ne reviendra pas vers vous. Donc effectivement, ça peut être, d'1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 2 mois, mais la réelle question, dans nos structures, c'est pas tant le délai d'instruction, c'est le délai aussi, pour programmer et pour proposer, au vote aux élus. Il faut savoir que nous, par rapport aux différentes instances, l'instruction doit être complètement achevée 2 mois avant, la prochaine commission permanente. 2 mois avant, on compte entre 2 et 3 mois, hein, entre le moment où vous déposez votre, dossier et le moment où c'est programmé, où ça passe en CP. Et c'est bien sûr ce passage-là qui nous permet de vous proposer la convention. On a une deuxième question, c'est quelle typologie de dépenses couvre cet appel à projet? Donc, si tu veux, j'ai le cahier des charges, donc je peux être Elles peut-être plus sont simple. expliquées juste après, parce qu'après on a un focus Eh ben, plan de parfait. financement, donc pas de problème, on va les balayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, alors on va pouvoir aller sur les dépenses, justement. Alors juste avant, je vais faire un petit aparté sur, pour certains ça va être, des rappels bien entendu, mais c'est important quand même de le présenter, sur les modalités de dépôt de candidature très rapidement. Donc toutes les demandes devront être déposées, sur, l'espace des aides de la région Normandie avant le 31 décembre 2026. Pour vous accompagner, vous trouverez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il existe un pas à pas, hein, dans le guide du porteur. Nous avons également une plateforme, espace des aides à destination donc des différents porteurs, donc pour si jamais vous avez des difficultés pour déposer votre projet. Il faut savoir que dans les différentes directions, des FDLV notamment, nous n'avons pas accès, hein, à la plateforme et tant que vous n'avez pas déposé votre demande, bien entendu, on ne peut pas du tout vous aider. Donc, il y a ce numéro qui est à votre disposition.
Quelques petits points de vigilance, bien sélectionner le bon téléservice dédié à l'appel à projet, parce que de la même manière, on ne peut pas récupérer si jamais vous avez déposé sur un mauvais téléservice par erreur. Je vous dis ça parce que c'est arrivé. Vous trouverez également le lien pour accéder directement finalement en vous connectant sur le bon téléservice et sur le site Europe en Normandie et sur le guide des aides du site de la région. Vous avez également le bouton déposer ma demande qui vous envoie directement sur le bon téléservice. Chose importante, complétez directement le formulaire. On va vous poser la question. Complétez-le directement en version complète, puisqu'il s'agit d'un appel à projet et région et fonds européens. Pour rappel, les critères d'éligibilité sont cumulatifs. Donc, sur cette première question, vous ne pouvez pas faire un choix, ou alors c'est que votre projet ne sera pas éligible. Vérifiez l'exactitude des informations de votre structure. Avoir les documents administratifs obligatoires qui sont listés là, qui sont également listés dans le cahier des charges de l'appel à projet. Plus attention, le cas échéant, ajouter les délégations de signature en fonction du statut et de votre statut et du statut de votre structure. Et bien entendu, pendant l'instruction, des informations complémentaires pourront être demandées pendant toute la phase, à la fois de sélection et d'instruction. Enregistrer en cours de saisie et ne pas omettre de transmettre. Là encore, c'est aussi une difficulté qu'on a déjà pu rencontrer. Et merci d'adresser un mail lorsque vous avez transmis votre demande à l'adresse AAP-FSE formation, puisqu'il n'y a pas d'alerte sur cet espace des aides et donc les services instructeurs ne sont pas alertés immédiatement du dépôt. Alors, un petit focus notamment sur le plan de financement. Donc, pour rappel, un plan de financement doit être absolument nécessaire à la réalisation de l'opération, estimé précisément au regard des actions proposées et des dépenses prévisionnelles qui en découlent, et justifié lors de l'instruction avant conventionnement. Explication des estimations, devis par exemple de prestations, s'il y a des prestations prévues, etc. Ce que va regarder l'instructeur, c'est bien ça. C'est le lien entre ce que vous prévoyez de faire et les moyens qui sont nécessaires pour le réaliser. Et tout ce qui va être décrit dans votre proposition, on doit pouvoir le retrouver de manière logique dans votre plan de financement prévisionnel. Le versement de l'aide FSE se fera au réalisé, donc sur présentation du bilan d'exécution qualitatif et quantitatif et des justificatifs de réalisation et de dépenses. Donc il y aura un contrôle de service fait qui sera réalisé. On peut réaliser une avance sur la subvention région à signature de la convention. Donc, on applique là le règlement régional des subventions. Le grand maximum, ça sera 60% de 20% de votre assiette éligible, puisque l'avance n'est possible que sur la partie fonds région. Il n'y a pas d'avance sur la partie FSE. Mais vous avez la possibilité de solliciter un, voire plusieurs acomptes. Et dans ces cas-là, vous faites une seule demande de paiement, à la fois pour la partie FSE et la partie région. C'est une demande de paiement pour l'opération et c'est transparent après pour vous, finalement, cette répartition. Les dépenses éligibles doivent être nécessaires et rattachables à la mise en œuvre du projet, pouvoir être justifiées par des pièces comptables et non comptables probantes. Pour les ressources, elles doivent être indiquées dans le plan de financement déposé et justifiées. Petit simple rappel, on est à 60% pour du FSE, minimum de 15 000 €, 20% pour la partie région. Et à nouveau, les dates, parce que c'est très important, bien sûr d'avoir en tête ces dates et maximum de réalisation de chaque opération. Alors, les dépenses qui sont justement éligibles, ça va être en premier lieu des dépenses de personnel, uniquement pour le personnel de la structure dont le temps sur le projet est supérieur à 10% de son temps de travail.
et donc, bien sûr, du personnel de la structure dont la rémunération est prise en charge par le porteur. Pour les dépenses directes de fonctionnement, donc ça peut être effectivement des frais de communication, d'impression, location de salle, transport, petit équipement, du matériel pédago, des frais de mission des personnels qui sont valorisés en dépenses de personnel direct. On peut avoir bien sûr des prestations extérieures, des dépenses d'équipement dans une moindre appartenance. On est sur du FSE, on n'est pas sur du FEDER, donc très peu d'investissement et donc uniquement de l'achat d'équipements pédagogiques et uniquement si cet achat est nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'opération. Et attention, bien sûr, dans le respect des règles de la commande publique. Même chose pour les prestations et les dépenses de fonctionnement. Pour les dépenses en nature, donc on peut avoir des mises à disposition de personnel, des mises à disposition de locaux. Dans ce cas-là, ça doit être équilibré en dépenses et en recettes. Et puis, on peut avoir, bien entendu, des dépenses indirectes, donc frais de gestion, impression, nettoyage, téléphone, eau, électricité, etc. Donc, ceux à l'appui d'une clé de répartition. Alors, attention, petit focus sur les options de coûts simplifiés. Et là, pour celles et ceux qui ont l'habitude, par exemple, de travailler sur du FSE État, on a une différence dans la manière dont sont appliqués les OCS. Pour la région Normandie Autorité de gestion, vous devez présenter le plan de financement prévisionnel au réel. C'est lors de l'instruction de la demande, c'est le service en charge, le service instructeur qui applique une OCS disponible et lorsque cela s'avère justifié et pertinent. Donc il peut appliquer soit un taux forfaitaire de 40%, un taux forfaitaire de 20%, un taux forfaitaire de 15%, et un taux forfaitaire de 7%. Je ne vais pas lire tout le détail de comment sont calculés ces différents taux. Il a ce panel, l'instructeur, de taux applicables, sachant que, bien entendu, ces OCS simplifient énormément à la fois le suivi administratif et le risque financier, à la fois pour le porteur et pour l'autorité de gestion. Donc, on va vraiment vers l'application de ces taux forfaitaires. Mais ça se fait à partir d'un plan de financement prévisionnel que vous nous avez présenté au réel. Sachant que réglementairement, toute opération qui a un coût total inférieur à 200 000 €, obligatoirement, on va appliquer une OCS. Je poursuis sur le focus pour le suivi des indicateurs. Vous allez avoir ce qu'on appelle les indicateurs obligatoires que vous allez retrouver sur l'espace des aides, finalement, qui sont des indicateurs obligatoirement normalement à remplir, mais qui sont sans conséquence sur le paiement des subventions, mais qui nous permettent, nous, de faire bien sûr les remontées à la Commission européenne. Vous pouvez mettre, si vous n'êtes pas concerné, le chiffre 0 si cet indicateur, qui de toute façon est imposé et n'est pas modifiable, ne concerne absolument pas votre opération. Ça, on pourra en reparler également hein, lors des rendez-vous pré-projet. Spécifiquement sur cet objectif 4.5, vous voyez qu'on a 3 indicateurs obligatoires qui, a priori, ne peuvent pas correspondre à certaines des opérations qui seront là déposées dans le cadre de cet appel à projet. Donc, vous serez amené certainement à mettre simplement 0. Par contre, et là je laisse la parole à Julie. Oui, nous, en fait, on va avoir besoin d'évaluer cette action et sa capacité transformative. Donc, c'est pour ça qu'on va vous demander, en fait, va y avoir une grille là que Gwenaëlle va ouvrir et on va vous demander de compléter cette grille à la fin du projet pour que nous, on puisse avoir une vision un peu bas méta parce que vous allez tous nous déposer des projets différents, mais il y a quand même une clé commune à ces projets. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer leur capacité transformative et puis aussi
Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle de cet appel à projet-là, mais il va y avoir 2 autres appels à projets qui peuvent aller, du coup, être en complément de celui-ci. On va revenir vers vous dans quelques semaines. Donc, appui conseil modernisation qui continue et dont le taux d'intervention régionale va être augmenté. Et puis, un appel à projet plus modernisation des structures de formation qui sera, du coup, plutôt hors pédagogie, alors que celui-ci concerne vraiment la pédagogie. Donc voilà, l'idée derrière pour nous, c'est vraiment de pouvoir évaluer l'impact de notre action de par les projets que vous avez déposés. Donc on rebalayera ensemble en fait ces indicateurs. La plupart de ces indicateurs seront peut-être même vos propres indicateurs pour le suivi de vos projets respectifs. Donc voilà, lors des séances d'accompagnement, on reprendra tout ça ensemble. Et ces indicateurs-là, y compris, bien entendu, si vous donnez vos propres indicateurs de réalisation pour vos opérations, seront à intégrer dans le bilan intermédiaire, si vous faites des demandes de paiement intermédiaires, et dans le bilan final de votre opération. Pour dernière information, donc pour rappel, l'accompagnement FSE+, j'ai remis là notre adresse mail et les différentes coordonnées. Pour rappel à nouveau, toutes les informations sur les appels à projets sont sur le site Europe en Normandie. Et on va pouvoir finir également à nouveau par des questions. Je ne sais pas s'il y en a eu entre deux qui sont arrivées. Non, pas de questions dans le chat pour l'instant. D'accord. Alors, c'est possible maintenant à me lever si vous le souhaitez. Ou dans le chat et je relais. Non? Si. Ah oui. Je me lance, Valentin Oui. Varin, FIM CCI Formation. Juste petite question sur, vous parliez dans les projets éligibles des projets recherche, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Est-ce que Recherche vous action, oui. pourriez essayer d'illustrer un peu plus, j'ai pas bien cerné ce que ça peut couvrir comme exemple d'action. Ce sera après plutôt l'idée, c'est que vous remplissiez une fiche pré-projet et nous, après, on voit si ça s'aiguille plutôt vers un projet de type recherche-action ou pas. L'idée, je crois que l'exemple, c'était peut-être, je sais pas, en ce moment, il y a pas mal. Enfin voilà, on parle pas mal de l'électrification des véhicules, etc. Est-ce que du coup, il va y avoir des freins en termes de pédagogique, enfin voilà, enfin je sais pas, quelles sont les représentations en fait de ces futurs professionnels sur l'électrification du parc, enfin, de la recherche-action, comme vous avez pu mener au film, comme d'autres l'ont mené ailleurs, voilà. Je peux pas vous donner d'exemple précis. On pense juste que c'est une typologie de projet qui peut être très intéressante, qui peut répondre à des questions. C'est pour ça qu'on l'a listé ici. Merci. Alors, j'ai vu une question dans Ouais. le chat. Alors, les éléments de preuve attendus pour le personnel mobilisé, donc pour les dépenses directes de personnel, c'est la lettre de mission. Donc, très, très important. Une lettre d'admission avec la durée d'intervention sur l'opération, date de début, date de fin, les activités sur l'opération, donc et la quotité de temps de travail. Et surtout une description des activités, des actions sur l'opération. Donc cette lettre de mission et les bulletins de salaire. C'est ça qui va permettre de pouvoir justifier de ces dépenses-là et c'est ces éléments qui vont vous permettre de demander la subvention. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, c'est parfait. Ce qu'on vous propose de toute façon, c'est si jamais d'autres questions arrivent après, n'hésitez pas à nous les envoyer toujours sur l'adresse générique AAP FSE
formation. Vous aurez le replay de ce webinaire qui sera disponible sur le site Europe en Normandie, donc pas de problème là-dessus, ainsi que le support d'aujourd'hui et bien entendu le cahier des charges qui est, on l'espère, suffisamment précis pour vous aider à au moins démarrer sur une fiche pré-projet. Et on se tient Alors disponible. du coup, on a des questions qui arrivent. Est-ce qu'il peut s'agir d'un projet qui ont déjà été financés? Alors ça me pose juste des questions. Un projet déjà financé, si du c'est coup, un il n'y a plus besoin projet de financement. qui a déjà été financé tel que, non. Si c'est un projet dont une première expérimentation a été financée et que l'on peut bien déterminer des dépenses différentes, et que là, par exemple, vous êtes sur un projet qui va permettre de déployer, de faire mieux, de faire autrement, une opération qui a déjà été réalisée, mais vous êtes bien sur un nouveau projet, c'est pas exactement la même chose. Il faut pouvoir le justifier, il faut pouvoir justifier également que ce sont bien des dépenses différentes, mais c'est possible. Dans ce cadre-là, c'est possible. Et donc, oui, le PowerPoint sera, donc, on va vous l'envoyer. Oui, il sera disponible dès tout à l'heure, télécharge. Ouais. Oui, donc, pour faire, c'est une poursuite de projet qui aurait été expérimentée et qui aurait sens à être conduit. Donc, dans ce cadre-là, si vous pouvez justifier, effectivement, OK, ça marche. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Vous pouvez, alors il faudra bien l'argumenter, bien entendu, puisque vous avez la partie diagnostic qui vous permet justement d'expliquer en quoi un nouveau projet, à nouveau du fonds, que ce soit régional et européen, vous permet d'avoir un autre effet levier et vous permettre de faire autrement ou de poursuivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Je vais remettre dans le chat le lien vers la page sur le site Europe en Normandie, vers la page orientation, formation, emploi, où vous allez retrouver déjà le cahier des charges, la fiche P-projet, etc. Voilà. Et nous restons à disposition, bien entendu, si jamais d'autres questions arrivent après. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi.